Bonjour tout le monde, nous sommes jeudi, nous vous avons donné un rendez-vous pour un entretien sur la 5G aujourd'hui. Je suis vraiment content, vous êtes nombreux à vous être branchés avec nous, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Je commence en vous disant, d'abord mon nom c'est Grégory Charles, je suis maintenant un gros débrouillard après avoir été un petit. Je vais modérer cette conversation-là, cet entretien. Quand je dis modérer, c'est pas pour me donner l'importance, c'est surtout parce qu'on veut que vous y participiez. Et là, je vois qu'il y a déjà plein de gens là, qui sont branchés, qui m'ont dit bonjour. Je m'attends, une fois que vous m'avez dit bonjour, à ce que vous partagiez avec moi des questions que je vais refiler aux spécialistes, aux invités que nous avons aujourd'hui. On parle de 5G aujourd'hui. Moi, j'ai pendant des années fait de la vulgarisation pour des enfants. Je vais pas vulgariser la 5G pour des enfants, mais quand même, si vous êtes branché sur l'événement, vous devez savoir qu'on est en train de parler d'un réseau, hein? On est en train de parler d'un réseau qui lui-même n'était pas révolutionnaire, mais va révolutionner bien des domaines. On est passé de la 2G à la 3G, à 4G, maintenant on est rendu à 5G, puis on est tous conscients que ça va venir avec des innovations, avec des possibilités fantastiques. Aujourd'hui, notre sujet, c'est surtout le divertissement. C'est ça qui nous intéresse, mais on n'est pas sans savoir qu'il va y avoir des effets pour les soins de santé, pour les villes intelligentes, pour les véhicules autonomes. Il va y avoir des effets pour l'enseignement immersif. Et quand je dis des effets, là, des effets carrément de transformation, là. Même dans le domaine de la technologie agricole, ça va avoir des effets aussi. Bon, on parle de quoi? On parle, dans le cas de la 5G, on parle de vitesse, hein, une question de 1,7 gigabits par seconde. On parle de vitesse, on parle donc de fiabilité, de plus grande fiabilité donc que les réseaux précédents. On parle de presque pas de latence, de latence quasi inexistante. C'est de ça qu'on parle. Et encore une fois, je vous rappelle, notre sujet plus spécifique aujourd'hui, je le dis surtout pour ceux qui vont vouloir poser des questions, c'est les effets qu'a déjà ce réseau 5G pour le divertissement. Pourquoi je dis qu'a déjà? Parce qu'il est déjà déployé. Dans le cas, de cette conversation-là, elle est voulue, elle est présentée par TELUS, qui a commencé à déployer son réseau 5G à travers le pays. D'ici la fin de l'année, il y aura 50 communautés canadiennes qui vont être desservies par ce réseau-là, qui est en fait le réseau le plus rapide au Canada en ce moment, qui atteint justement là, ce 1,7 gigabits par seconde. Merci TELUS de faire cet effort. J'ai des invités avec moi aujourd'hui. Là, je vois qu'il y a des questions qui commencent à rentrer. C'est super. Je vais essayer de déposer vos questions. Je vais d'abord m'entretenir avec Guillaume Terrien qui est là. Bonjour Guillaume de cette idée folle qu'on appelle Zoo. Je pourrais te rendre hommage et dire plein de choses, mais j'ai plus envie que tu nous dises là où tu es rendu, le Zoo, ça représente quoi? Soit dit en passant, Zoo, Z-U, qu'est-ce que ça représente? Zoo, en fait, c'est assez simple. Zoo, c'est un espace, une plateforme, je dirais une communauté qui va se réunir ensemble, qui va se soutenir puis se propulser. Et ce qu'on recherche, c'est des entrepreneurs créatifs qui ont des solutions innovantes. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va leur donner toutes les ressources pour qu'ils puissent se propulser ici et à l'international. Fait concrétiser vraiment leurs idées. Nous, c'est ça qui est important. Donc, la technologie joue un gros jeu maintenant parce qu'on a des concepts, on a la créativité, on a une idée, on part avec une idée. Il faut évidemment un accompagnement entrepreneurial, évidemment du mentorat, des experts, tout ça, mais il y a la technologie qui joue un gros jeu dans l'équation. Puis nous, c'est ça qu'on fait. On est le carrefour de ces trois grandes avenues-là. Et ça a l'air facile comme ça, mais c'est assez difficile, mais on a des super beaux exemples aujourd'hui. Là, vous avez deux invités qui font partie de notre communauté, mais on les aide à justement devenir le divertissement du futur. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants, ces deux invités. Je parle de Harold Dumur, je parle aussi de Jean-Philippe Desjardins. Ça va venir dans un instant. Je vois aussi qu'il y a des questions, fait que je vais essayer, je vous le rappelle, poser les questions que vous voulez poser en utilisant la fonction chat là, de notre plateforme. Et puis, je vais y venir. Qu'est-ce qui t'excite le plus, toi, de ce déploiement du réseau 5G? En fait, moi, je vais prendre l'analogie de la musique. On la partage, je pense, cette passion-là. Et la musique, là, je trouve, elle a été très, très influencée par la technologie. Et la 5G va en arriver là, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Personne ne peut savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais si on regarde par le passé, des fois, ça nous montre un peu où qu'on va aller. La musique, là, on achetait des feuilles de musique dans les années 1800. C'est comme ça qu'on a commencé. Après, il y a eu le barlophone, le gramophone. Après, il y a eu les vinyles. Après, il y a eu les spectacles. Après, on a passé au CD, à la cassette même avant, au CD.
CD-ROM. Le 8-track même avant. Le 8-track. Après, on s'est téléchargé des MP3, puis là, on a rendu au streaming. Ouais. Fait que ça, là, je suis même avant le 2G. Là. Il y a le 2G, le 3G, le 4G qui ont permis ça. Donc, la 5G va permettre cette poursuite d'évolution qui va permettre aux créateurs, mais aussi aux consommateurs de mieux connecter justement avec l'imaginaire et avec la créativité. Puis c'est ça, moi, qui m'a personnellement, puis qui nous a motivés à Zoo de convaincre TELUS. En fait, on n'a pas beaucoup eu à les convaincre parce qu'ils croyaient beaucoup, d'investir dans la créativité et le divertissement pour arriver avec des études de cas probantes en 5G, mais aussi équiper nos entrepreneurs à être pionniers dans le divertissement technologique, et ça ici, mais justement à l'étendue du monde. Donc ça, je les remercie beaucoup. Je me sens obligé de mentionner, Guillaume, que évidemment, en même temps que la technologie évolue, il faut que le business case évolue. Hein, parce qu'on vient de parler spécifiquement de musique, puis la technologie a avancé un peu plus vite que le business case de la musique. Alors, notre propos technologique, c'est pas sur comment est-ce qu'on va faire pour produire des disques ou des choses comme ça dans le futur, bien que il faut se la poser, cette question-là. C'est quoi le système économique? Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il va falloir se dire ça dans tous les autres domaines, que ce soit dans le transport, que ce soit dans la santé. Stéphane, je te pose une dernière question, Guillaume, avant qu'on aille rejoindre nos autres invités. J'ai l'impression que ça fait des années qu'on parle de 5G, puis qu'on se demande quand est-ce que ça arrive. c'est comme là. C'est là. En fait, c'est là qu'il faut s'y intéresser puis aller jouer dedans, puis expérimenter. Parce que la 5G n'est pas nécessairement commerciale et 100% déployée. Mais il faut s'y intéresser maintenant, explorer, expérimenter, innover pour être prête quand ça va être commercial, puis on va pouvoir se lancer, puis tous l'utiliser, bien, il faut avoir déjà pris une longueur d'avance. Donc, c'est pour ça que moi, je dis souvent, c'est très important. Des fois, ça a l'air un peu encore exploratoire, mais il faut s'y pencher, se plonger tout de suite pour être prêt. Donc, chez nous, c'est un bon exemple, on a un lab 5G, TELUS, évidemment, avec beaucoup d'équipements. Là, les créateurs peuvent venir tester, venir voir, venir explorer, puis ça, c'est vraiment unique et rare, parce que pas vraiment d'autres places dans le monde où, justement, on peut accueillir les grands créateurs, les petits créateurs, les jeunes pousses à venir expérimenter. Donc, la technologie, elle est démocratisée chez nous, chez Zoo, pour tout type de créateurs. Très, très bien. Tu connais bien les invités à qui on va parler maintenant. Hein? Absolument. Vous êtes des collègues. J'ai une admiration énorme. Oui, vous êtes des êtres avec une pensée peut-être pas identique, mais commune, avec un désir commun. On va les rejoindre tout de suite. Harold Dumur. Harold, qui est président et fondateur de OVA, qui est un bachelier en génie industriel de l'Université Laval. OVA, encore une fois, comme avec Guillaume, je pourrais en faire une longue nomenclature, parce qu'il y a plein de choses vraiment cool qui sont arrivées pour OVA. Qui a été primé comme organisation. Si tu nous disais un peu le pourquoi et qu'est-ce qui se passe avec OVA maintenant, Harold? Tout d'abord, très content d'être ici parmi vous. Puis, chez OVA, ce qu'on a créé, c'est une plateforme qui s'appelle Stellarix, qui permet à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir créer leur propre environnement de réalité virtuelle augmentée par de simples glisser-déposer. Donc, comme on peut créer de nos jours un PowerPoint avec des images 2D en glissant-déposant, et comme on le voit dans la vidéo, on peut glisser-déposer des objets. C'est facile de comprendre. C'est très fun d'avoir un invité qui peut nous expliquer hyper facilement qu'est-ce que c'est. D'où est venue l'idée? Ben, dans le fond, puis a été accentué, avant de dire d'où elle est venue, a été accentué par la COVID parce que de nos jours, on est coupé de toute communication vraiment à part à travers justement des vidéos stream. Donc, c'était vraiment en tant qu'être spatial, c'est-à-dire qu'on communique dans le day-to-day, on vit en 3 dimensions, c'était faire un outil qui permettrait à monsieur, madame, tout le monde de pouvoir communiquer leurs idées en 3D. Alors, c'est une chose qui n'existait pas et qu'on est en train de mettre en place, puis la 5G, ça va venir vraiment aider à ça, à déployer notre plateforme de communication 3D. Bon, alors, tu me voles les mots de la bouche. J'allais dire, la COVID a peut-être accéléré le processus. Peux-tu nous dire un peu plus précisément comment le réseau 5G va appuyer sur l'accélérateur de votre excellente idée? Oui, très certainement. Aujourd'hui, quand on veut justement échanger des fichiers, les fichiers sont c'est difficile parce qu'au-dessus de 25 MB, on ne peut pas envoyer le courriel ou l'autre ne va pas pouvoir le recevoir. Donc, juste un simple PowerPoint, quand il est trop lourd, c'est impossible de le lire de l'autre côté. Avec la 5G, on va pouvoir envoyer un flux de vidéo interactif
C'est-à-dire que les gens peuvent l'utiliser. Puis quand j'utilise mes mains comme ça, c'est avec un casque de réalité virtuelle. Ils vont pouvoir vivre à l'intérieur d'un univers animé, qui se transférer, mais sans limitation. Donc, enfin, ça ne sera pas « Hey, j'ai pas reçu ton courriel, il n'a pas passé ». Ça va être en direct qu'on va accéder à ça. Ouais, Harold, tu viens de faire quelque chose qui m'est très familier parce que moi, comme créateur de spectacle, je suis toujours en train d'expliquer aux gens autour de moi. Puis là, on va pouvoir faire ça, puis on va pouvoir faire ça. Si je te dis comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça, parce que là, j'ai compris, là, on va pouvoir le faire. Fantastique. Réseau 5G. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir le faire? C'est quoi la vraie transformation qui n'était pas possible avant et qui est possible maintenant? Ouais, ben aujourd'hui, on est à la maison, on écoute le Mandalorian sur Disney+, sur Netflix, nos films. Mais ces films-là, c'est passif, c'est-à-dire qu'on n'interagit pas avec le film. Ben la façon que ça va se faire, je le vois un peu pour la distribution comme une sorte de Netflix. On va pouvoir accéder donc à cette expérience soit immersive ou hautement interactive, c'est-à-dire qu'on peut interagir avec. Et puis ça va être simplifié. Donc c'est là que ça va venir démocratiser. Puis comme le disait Guillaume, avant d'arriver à la démocratisation, pour embarquer dedans, pour la permettre, ben chez nous, c'est la discours constante. C'est que notre plateforme, on va l'ouvrir comme tout bon logiciel avec sur la 5G. Donc, double-clic sur l'icône du logiciel, ça s'ouvre. Et puis, au lieu que ce soit une interface comme PowerPoint, ça va être une interface 3D et on peut placer les objets tridimensionnels et on y accède en direct. Donc, c'est vraiment aussi simple qu'ouvrir un fichier. Ouais. Mais la puissance qui pousse le fichier, c'est la 5G. Je comprends. Guillaume veut réagir à ce que tu viens de dire. Ouais, je trouve ça super intéressant parce que pour moi, la VR, la réalité virtuelle, c'est pas nécessairement aussi démocratique. Donc, pour ceux qui nous écoutent à la maison, il y en a plusieurs qui ont peut-être jamais essayé le casque. Mais la 5G, très, très simplement, ce que ça va ôter, quand on met le casque, souvent, on va sentir, il y a des gens qui vont sentir une nausée. Mais la 5G, ça va retirer ça. Ça va retirer parce que ça réduit la latence. Puis la latence, c'est l'action et la réaction, le temps entre l'action et la réaction. Donc déjà là, ça va être beaucoup plus confortable comme expérience. On ne veut pas rentrer dans les détails médicaux de ça, mais quand on a le mal de mer ou quand on a c'est justement la latence qui existe entre notre capacité, d'abord entre notre perception puis notre capacité nerveuse d'absorption de l'émotion qu'on ressent. Là, c'est la même chose dans le cas de cette latence-là. Si elle est quasi inexistante, bien, ce décalage-là va moins exister. Extrêmement excité. Tu restes avec nous, Harold. Je veux entrer dans la conversation. Jean-Philippe Desjardins. Bonjour, Jean-Philippe. Jean-Philippe, qui est le PDG et cofondateur de Walrus. En tant qu'amateur des Beatles, je suis vraiment très heureux de ça, bien que je pense qu'il y a 2 L à ton Walrus. Parle-nous un peu de ce que ça fait, ça, Walrus, Jean-Philippe. Ben, nous, on a vraiment commencé, on a développé un logiciel en 2015 d'agrégation de médias sociaux et d'affichage numérique qu'on a déployé dans plus que 30 000 événements jusqu'à ce jour. Puis en déployant ça, ça nous a permis de développer une expertise très, très nichée dans la création d'expériences qui engagent le public et souvent permettent des interactions avec des appareils mobiles, ce qui nous a amené à travailler avec plusieurs entreprises de télécommunications nationales et internationales aujourd'hui, un peu comme une entreprise, on offre des services de créativité technologique. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre des technologies qu'on n'a pas développées, on va les mélanger dans un chaudron avec des technologies qu'on a développées à l'interne pour sortir de ça des expériences qui sont vraiment uniques et innovantes. Et qui provoque des émotions puis qui émerveillent le public. Puis pour nous, avec la 5G, on a un gros projet de recherche et développement. C'est de la recherche un peu plus fondamentale, mais où ce qu'on est en train de développer, c'est un framework de streaming de réalité mixte. Tu sais, quand Harold parlait tantôt que ça va devenir un peu comme un Netflix, ben nous, on est en train de développer la technologie qui permet de faire ça sans avoir besoin d'équipement. Tu as juste besoin de ton téléphone, puis ton téléphone devient une fenêtre sur un autre monde. Bon, tellement d'affaires extrêmement intéressantes que tu viens de dire, sur lesquelles on va revenir. Je serais tenté de te poser une question, moi, direct avec ce que tu as dit, mais avant, je vais poser la question de Mario Rancourt, puis je vais te la poser à toi, Jean-Philippe, puisque tu viens de parler du fait que vous travaillez avec des grandes compagnies de télécommunications. Mario qui veut savoir, est-ce que tous les câbleaux distributeurs vont offrir le réseau 5G et est-ce qu'il va y avoir un coût associé? Je ne sais pas si tu peux répondre au coût associé, mais tu peux au moins répondre à l'autre partie.
Ben certainement, le 5G, ça va remplacer, c'est complémentaire à l'infrastructure existante en ce moment, puis éventuellement toute l'infrastructure va migrer vers le 5G. Fait que toutes les entreprises de télécommunications vont avoir des réseaux 5G. J'ai une question qui va sembler peut-être pas fine, mais je vais la poser quand même. Vous êtes des spécialistes du domaine, vous avez déjà prévu vos business en fonction d'un réseau qui allait offrir des possibilités qui n'étaient pas là encore. Fait que clairement, vous êtes des avant-gardistes là, de cette affaire-là. Les réseaux, trouvez-vous qu'ils étaient avant-gardistes ou c'est juste une impression que j'ai que on dirait qu'ils ont été surpris par la 5G là, puis que tout le monde est en rattrapage? J'ai peut-être tort, là. Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Ben, moi, je peux peut-être prendre la balle là-dessus. C'est un très long processus de déployer de la technologie qui est standardisée à travers, parce que nous on est comme à la fin de la chaîne, puis on est à la pointe de l'innovation. Nous, on fait comme des choses cool en divertissement. Mais derrière ça, tu as besoin d'une standardisation de tout, genre, des gros routeurs industriels. Tu as besoin que tout le monde s'entende sur les spécifications, puis après ça, tu as besoin d'avoir un roll-out, le terme français m'échappe, mais tu as besoin d'harmoniser comment tu vas déployer la technologie à travers le temps. Puis la 5G, c'est tellement un changement de paradigme qui est majeur que ça va se faire en plusieurs phases. Donc, je pense que c'est un peu l'évolution logique. On a commencé avec du 2G, on est allé au 3G, on est allé au 4G, mais la différence entre le 4G et le 5G est vraiment importante. Tu me fais penser qu'un jour, je vais vous poser une question sur le 6G. Mais on va commencer par se concentrer sur le 5G. Puis, merci pour ta réponse. Je le disais, d'entrée de jeu, TELUS a déployé son réseau 5G. Il y a 50 communautés d'ici la fin de l'année, communautés canadiennes, qui vont profiter de ce réseau extrêmement rapide. Bon, vous, il y a une question qui est passée, elle dit, que je trouve bonne quand même. Est-ce que ça marche? Je trouve pas ça con, parce que c'est le fun de se parler en théorie de quelque chose, mais est-ce que ça marche? Qui veut répondre à ça? Moi, je peux répondre. Vas-y, Harold. OK, parfait. Pour vrai, ça marche. Nous, on le teste en ce moment, puis on est dessus. Je veux dire, le mot test est peut-être mal utilisé ici, mais on l'utilise. Juste hier, on m'a envoyé une vidéo qu'on voyait notre logiciel qui fonctionne autant sur un ordinateur que sur un casque sans fil, mais le logiciel n'était pas chargé sur le casque sans fil. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'ordinateur, la puissance et la carte graphique, à un moment donné, ça va devenir désuet. L'ordinateur, c'est juste un contenant, c'est un écran. Le tout sera calculé à l'extérieur. Donc, non seulement monsieur, madame, tout le monde, mais les entreprises pourront accéder au logiciel à travers la 5G. Puis ça fonctionne déjà, ils peuvent déjà y accéder, on va dire, ceux qui veulent y avoir accès. Bon, là, j'ai une autre question qui est vraiment bonne parce qu'il n'y a rien de mieux pour comprendre quelque chose que de le comparer avec d'autres choses. Puis il y a une question de Pierre Gingras qui dit, c'est quoi l'avantage du réseau 5G versus réseau Wi-Fi avec lien Internet fibre? Je sais c'est quoi que vous allez répondre, là, mais c'est pas grave. Comparer, c'est toujours plus facile, comme comparer des recettes. Oui. Qui la prend, celle-là? Je peux la prendre, celle-là. Vas-y. Ouais, dans le fond, c'est une très bonne question puis très justifiée. Personnellement, j'ai la fibre aussi. J'ai 1.5 gigabits de fibre, mais c'est pas ça que tu tapes, hein, même si tu as ça avec la fibre. La chose aussi, c'est que c'est pas non seulement la vitesse de téléchargement, mais c'est la vitesse aussi qui va être envoyée de la personne qui l'envoie, donc TELUS par exemple. Fait que si la vitesse est tout le temps tapée à la vitesse maximale, qui est 1.7 gigabits par seconde dans ce qu'on discute aujourd'hui, ce qu'on va recevoir va être de très haut débit. Donc, les tests qu'on va faire sur notre test d'Internet, ça va être toujours maxé. Puis c'est là le plus important. Il n'y aura pas de descente et de perte dans le transfert des données. Ouais. C'est là tout à fait le changement pour garder la latence. Bon, c'est intéressant. Tu voulais dire quelque chose? Moi, rapidement, là, je veux dire, puis je veux pas m'embarquer trop dans la technique, mais il y a aussi ce qu'on appelle le network slicing. Fait que la 5G va permettre de diviser les courroies de transmission pour les maximiser puis les optimiser. Donc, ce que fera pas justement la Wi-Fi. Juste pour aller encore plus loin là-dedans, Céline Garneau, elle a dit, c'est quoi la différence majeure entre le 4G et le 5G? Bon, j'en ai nommé un paquet tantôt, là, mais... oui, il y en a une, parce qu'on a parlé de la latence, on a parlé de la rapidité, puis Jean-Philippe parlait justement d'expérience commune qui nous regroupe. La technologie, là, c'est pas pour nous isoler, c'est pour nous connecter ensemble. Ouais. Puis ça, c'est la densité, pour moi, est super importante. En ce moment, le 4G nous permet d'être 100 000 par kilomètre carré. À optimiser, sinon on voit ça lag, ces choses-là. Là, on va être 1 million dans un kilomètre carré. C'est ça que ça va permettre. Fait que moi, j'aime dire que la 5G va nous réunir, va au moins être capable de justement maximiser l'effet de groupe.
Fait que ça, c'est un gros changement. Elle va aussi nous rendre de plus en plus impatients. Peut-être. parce que la quasi-absence de latence, on va la remarquer pareil. On va dire, comment ça se fait que c'est pas comme totalement instantané? C'était une bonne question quand même parce qu'elle est partagée par bien des gens. Je veux qu'on revienne au divertissement dans quelques instants, mais Harold, tu as quand même ouvert sur un sujet qui est important. Tu as parlé d'ordinateurs, puis des UEP, etc. Question importante, de quoi monsieur, madame, tout le monde, et aussi les gens qui sont spécialisés dans des domaines, entre autres le divertissement, mais la santé et d'autres, de quoi ils vont avoir besoin comme gadget pour pouvoir utiliser de façon optimale le réseau 5G? On est-tu en train de parler de jeter aux poubelles tout ce qu'on a déjà puis de recommencer à zéro ou pas du tout? Je vous écoute. Qui passe? Je vais commencer. Vas-y, Jean-Philippe. J'allais juste dire... J'entends pas Jean-Philippe. Va... Jean-Philippe, je t'entends pas. Tu t'es peut-être muté. Est-ce que t'es... Non, je suis pas muté. Oui, parfait. C'est peut-être de notre côté. Alors, vas-y, on t'entend maintenant. Ouais. Tout ce que ça va prendre, ça va être un appareil qui est muni d'un modem 5G. Il y a du Wi-Fi aussi qui va être le nouveau Wi-Fi est très performant aussi, mais le 5G, tu vas avoir la même performance tout le temps, partout. Donc, c'est sûr que ça va prendre des nouveaux appareils. Je veux dire, il y a déjà des nouveaux appareils mobiles depuis à peu près 1 an qui commencent à sortir avec des modems 5G déjà. Donc, à mon avis, d'ici 2 ou 3 ans, tout le monde qui a un appareil mobile qui date de 2 ou 3 ans va avoir un modem 5G dedans. Donc, la transition va se faire naturellement avec peu de friction, selon moi. À moins que les gens gardent leurs appareils comme 8 ans, là, mais ça arrive de moins en moins aujourd'hui. J'aimais ça quand tu as dit le mot « naturellement ». Ça, c'est sans compter sur le fait que les gens, des fois, naturellement, pas vraiment envie de se départir de la bébelle qu'ils comprennent maintenant pour recommencer. Ça, c'est générationnel aussi. Hein. Il a fallu un long moment avant qu'une génération ait un téléphone intelligent. Alors, on est en train de parler de s'habituer à des véhicules intelligents, à des villes intelligentes. On est en train de parler de toutes ces affaires-là. Mais on comprend c'est vrai, il y a une question que si j'étais vraiment très corporate, je la poserais pas, mais je vais la poser parce qu'elle nous permet d'éclairer, d'apporter un éclairage. Il y a Marie-Josée qui dit, pourquoi il y a un décalage dans la diffusion des voix en ce moment? Pourquoi est-ce que j'entends la voix de Grégory vraiment en temps, puis j'entends un décalage dans la voix des autres? Alors, à part exposer que c'est peut-être mon système qui est pas impeccablement, parce que c'est mon système, on est dans mon studio, là, peut-être que vous êtes capable de vous servir de cette question-là pour, encore une fois, imager ce que la 5G va permettre. Harold, tu veux-tu apprendre? Oui, non, mais je peux répondre à ça très certainement. C'est-à-dire qu'on parle souvent de transfert d'images, de transfert de polygones. Hein, c'est ce qui crée la 3 dimensions. Puis l'autre chose aussi, c'est que le serveur qui contient la 5G va aussi avoir de la mémoire. Donc, la mémoire de l'ordinateur qui peut créer, quand elle est surutilisée, ce délai-là entre la vidéo et le son, parce que les deux ne partent pas du même endroit, va pouvoir être comblé par la mémoire qui sera supplémentaire et aussi amenée par la 5G. Donc ça va être corrigé. Puis je veux juste revenir sur les gadgets parce que je pense que c'est important de dire qu'en ce moment, on est pas mal tous connectés avec des montres intelligentes, en tout cas pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Puis ces montres-là, je pourrais dire, éteins mes lumières, puis elle va les éteindre. Fait qu'on est connecté aux objets connectés. Fait que, tu sais, sauver sur l'énergie, utiliser l'électricité parce que justement, tout est domotisé. Ça va venir vraiment aussi être bonificateur pour l'environnement et faire un monde meilleur dans ce point de vue-là. Mais aussi, aujourd'hui, je communique à travers un écran 2D. Bientôt, ce que je vois arriver comme gadget supplémentaire, puis qui est déjà là, hein, mais c'est des lunettes beaucoup plus petites, des lunettes un peu comme des lunettes solaires. Puis des lunettes non seulement solaires, mais adaptives, c'est-à-dire chromatiques. Quand on sort au soleil ou quand on demande qu'ils soient fumés, ils deviennent fumés. Donc, on peut passer d'un environnement augmenté avec des lentilles transparentes à un environnement virtuel en disant « Hey Alexa, oui Google, mets-moi en virtuel, boum, chromatique, on est en lunettes fumées, on est virtuel. » Donc, voilà ce que je vois arriver. Ben, merci. Et en plus, tu nous ramènes vers notre sujet voulu d'aujourd'hui pour parler davantage de divertissement. Juste mentionner aussi que ça marche dans les deux directions. Hein. C'est peut-être pas d'ici que ça part, pas synchronisé, mais c'est peut-être chez vous où vous êtes. C'est peut-être... Il faut que ça se rende chez vous. Là. Puis il faut que le réseau qui vous alimente chez vous soit évidemment extrêmement efficace. Alors, je vais juste rajouter ça. J'ai dit que j'allais pas être corporate, mais en même temps, toutes ces options-là sont possibles. Bon, hey, tu viens de nous ouvrir sur
l'ordinateur en 2D, etc. Tu as parlé tantôt du 3D, de comment ça s'applique. Dites-moi comment, surtout dans le domaine du divertissement, on aura une conversation peut-être plus tard sur les autres domaines, mais comment dans le domaine du divertissement, la 5G va tout changer. Parlez-moi il y a des mots-clés là, en ce moment, là. Immersif, 3D, réalité augmentée. Parlez-moi de ça. Veux-tu commencer? Oui, je peux absolument commencer. En fait, ouais. de la 5G, on va voir vraiment les premiers études de cas ou les premiers adopteurs vont être le jeu vidéo et tout ce qu'on appelle les réalités mixtes. Jeux vidéo parce que maintenant, c'est des jeux vidéo mobiles. C'est plus que console. Vraiment, on voit une grosse en mobilité. Donc, les gens jouent en ligne puis jouent un avec l'autre. Le e-sports, maintenant. Puis, tu as besoin, comme n'importe quel sport, il faut que tout le monde parte égal. Fait que si tu pars pas avec le même réseau, c'est inégal. Fait que ça, on va vraiment voir ça, l'explosion complète des jeux vidéo mobiles, mais aussi du streaming, là, du gaming streaming. Donc, les plateformes un peu comme Netflix, mais en jeux vidéo. Mais on est encore en train de parler de l'énorme avantage de l'absence de latence. Absolument, absolument. Et puis, on parle de maintenant, là. Oui. Donc, les gros joueurs sont là. Stadia, bon, sont tous lancés. Deuxième, c'est la réalité mixte, puis après, on va parler avec Carole, mais la réalité mixte va vraiment, je pense, c'est là que c'est son heure de gloire, c'est sa chance, parce que en ce moment, c'est lourd un casque, là, comme Harold le disait, ça va dématérialiser un peu le casque, parce que beaucoup des choses qui vont être dans le fameux cloud, notre fameux nuage, et qui va alléger justement le confort. Et bon, évidemment, ça va permettre énormément de choses, multi-user, plusieurs usagers ensemble avec le casque en train de jouer, donc il va y avoir du gaming là-dessus, il va y avoir du tourisme, il va avoir justement de l'éducation, mais le divertissement en réalité virtuelle, à mon avis, va avoir un énorme recrudescence, une croissance dans les 2-3 prochaines années. Oui, et peut-être des façons différentes de rejoindre les gens, et des façons différentes d'être expérimenté, de le vivre comme expérience par des gens. Ça fait un bout de temps que j'ai pas entendu Jean-Philippe. Jean-Philippe, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Ben, nous, ça revient avec ce qu'on est en train de développer. C'est vraiment, je suis entièrement d'accord avec Guillaume, là, que, tu sais, puis juste pour revenir sur le jeu vidéo, t'as la latence, mais l'autre élément qui n'a pas été discuté, c'est la notion de handover, dans le sens que je peux commencer ma partie à la maison sur ma console, ensuite prendre l'autobus, continuer mon jeu sur mon appareil mobile, arriver chez mon ami, prendre ma tablette et continuer à jouer le même jeu dans la même expérience avec la 5G parce que je suis connecté dans toutes les étapes et j'ai aucune perte de connexion. Ça va probablement aussi changer la façon dont on interagit avec nos appareils, où nos appareils deviennent juste un vecteur, alors que toute l'information est dans le cloud. Et ça aussi, ça va faire possiblement beaucoup moins de déchets électroniques parce qu'on va moins avoir besoin d'avoir des ordinateurs à la maison. On va juste avoir besoin d'appareils qui vont utiliser la puissance de ces ordinateurs-là, qui vont être dans des serveurs. Nous, ce qu'on est en train de développer en divertissement, je dirais, à court et moyen terme, le plus gros impact, c'est définitivement sur la réalité mixte ou la réalité virtuelle, parce que la rapidité du 5G, la latence, le nombre d'appareils qui sont adressables va permettre d'envoyer des expériences en temps réel juste avec un appareil mobile. Et puis, tu n'as même pas besoin d'avoir une application pour faire cette expérience-là. Donc, ça, c'est juste être capable, par exemple, d'arriver devant l'Acropole d'Athènes, de mettre ton téléphone et de voir de quoi l'Acropole avait l'air il y a 3000 ans, avec un rendu 3D, mais qui est un univers virtuel qui est surimposé en temps réel sur la réalité avec un degré de précision d'à peu près 1 cm. Ça, c'est ce que nous, on est en train de développer et qui va être possible, je dirais, d'ici 24 à 36 mois. OK. Là, toi, tu as parlé de jeux de gaming parce que c'est évident. Pour des générations de gamers, c'est tellement évident ce que ça va changer. En termes de latence, en termes d'expérience. Là, toi, tu viens de commencer à parler du tourisme. Parlez-moi encore un peu de tourisme parce que ça fait partie du divertissement, là, ça. Ça va changer quoi la 5G pour, je sais pas moi, le domaine des musées? Toutes ces choses-là, là, dites-moi un peu qu'est-ce qu'il y a dans votre boule de cristal ou qu'est-ce qu'il y a de toute façon peut-être déjà sur votre table à dessin, là. C'est Harold? Ouais, Harold. Parfait. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est justement, on parle beaucoup de Google Stadia. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un peu le Netflix du streaming de jeux vidéo. Quand on parle de jeux vidéo, on pense souvent à Ubisoft puis à ce qu'ils ont fait avec Assassin's Creed, qui est un beau voyage dans l'histoire pour faire un lien avec les musées. Et puis, souvent, ce qu'on voit aussi pour faire un lien avec ceux qui font du vidéo streaming, là, parce que c'est ça le terme utilisé là, en ce moment, là, sur Twitch, par exemple, c'est que c'est très passif. On va regarder la personne en train de montrer Assassin's Creed puis montrer ce qui se passait à l'époque de l'Égypte.
Puis le truc est que si cette personne-là a des connaissances justement historiques et parcourt le monde qui est quand même basé sur des faits historiques pour reprendre le jeu et tout, on va pouvoir le joindre en temps réel parce qu'on n'aura pas, on pourrait le regarder sur YouTube ou sur Twitch puis on pourrait cliquer, embarquer dans son univers à côte avec lui parce qu'il n'y a plus de téléchargement. Il n'y a plus le fait qu'on s'en va dans le App Store pour télécharger un jeu. Ça existe plus, ça va être juste le bouton ouvrir. Donc, ce sera la même chose si on veut joindre quelqu'un. Alors, le point à retenir, c'est que c'est une convergence technologique qui va arriver grâce à la 5G. La convergence où tu vas avoir l'intelligence artificielle, la réalité mixte, la 5G, c'est ça qui va se passer. C'est ça que ça va tout ramener ensemble. Je ne veux pas vous achaler, mais j'y vais juste parce que je vois sur mon sur mon écran ici. On a dit, par exemple, la réalité mixte, là, 7 ou 8 fois là, déjà. Mm-hmm. Donne-moi une bonne définition de réalité mixte. Ben, moi, je pense qu'un qui est le plus connu, c'est Pokémon Go. On va dire qu'il y a une réalité augmentée. Là. Bref, on prend notre téléphone, il y a une réalité, il y a on est chez nous, on est dans la ville, on se promène, mais on met une autre par-dessus. On met justement une autre réalité, une réalité virtuelle, justement, dans le monde réel. Bon, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Mais là, maintenant, ça se démocratise puis ça se perfectionnalise énormément. Imagine-toi, là, on va dire, qui fait tes cours de piano. Ouais. Là, tu pourrais les personnaliser, voir les doigts, ils vont où, puis personnaliser ton entraînement à l'apprenti, mais de façon à comment il bouge, lui, mais à travers ses lunettes. Fait qu'on pourrait absolument faire ça. Ça serait une réalité mixte, interactive, extraordinaire. Ça, c'est là que je m'en vais, là. Okay, avec cette affaire-là, tout à fait. Mais j'ai envie de revenir sur une chose, parce que tu as donné comme exemple Pokémon Go, qui existe déjà. Ouais. Fait qu'en quoi est-ce que la 5G change cette expérience-là de réalité mixte? En fait, c'est un très bon exemple parce que Niantic, qui est derrière Pokémon Go, eux, sont 100% sur la 5G maintenant parce qu'ils voient énormément le potentiel. Ils l'ont fait avec la 4G. Ils voyaient des bugs. Quand on met 150, 200 000 personnes sur l'île Sainte-Hélène à chercher des Pokémon, ça bug. Puis c'est difficile. La 5G va permettre vraiment de démocratiser. Puis là, ils ont fait Harry Potter, qui est encore un autre niveau en termes d'interactivité, puis l'univers. Fait qu'eux voient vraiment le potentiel. Ils ont une longueur d'avance, puis ils voient vraiment la 5G. Donc, ils ont conclu beaucoup d'ententes avec des telcos. Pas avec des Disney de ce monde, avec des telcos. Je vous ai vu bouger un tout petit peu là, Harold et Jean-Philippe pendant qu'ils parlaient. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Moi, je voulais juste, pour revenir à ta question, tu sais, je dirais, t'as la réalité augmentée qui est mettre de l'information par-dessus la réalité. Fait que là, ça serait comme Pokémon Go, par exemple, où je capture des Pokémon. Ça peut être mettre des HoloLens et interagir avec des objets. T'as la réalité virtuelle que là, je crée un univers, puis je peux me déplacer dans cet univers avec, mettons, un casque. Tu sais, je suis genre dans une pièce, dans une pièce vide, puis je vois plein de choses excitantes, puis tout ça. Puis la réalité mixte, c'est comme tout ce qu'il y a entre les deux, comme des choses hybrides. Donc, c'est que des fois, mettons, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on surimpose un environnement 3D sur la réalité, puis tu peux voir cet environnement 3D à travers ton téléphone, ou là, ton téléphone devient une fenêtre sur un autre monde. Fait que c'est pas exactement de la réalité virtuelle, mais c'est pas exactement de la réalité augmentée. Fait que je dirais, la définition de la réalité mixte, c'est tout ce qu'il y a entre la réalité augmentée puis la réalité virtuelle. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le définit. Je sais pas, toi, Harold, comment tu définirais ça? Non, mais non, ça serait la même chose. La seule chose que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'en ce moment, on vit dans l'univers. Puis la prochaine chose qui va merci de cette précision quand même, Harold. Avec plaisir, je vous l'assure. Le truisme par excellence de notre conversation d'aujourd'hui, c'est ça, nous vivons dans l'univers. Il y a du monde qui en doute. Attends, je vais voir si quelqu'un dit non, nous ne vivons pas dans l'univers. Mais je pense que... Je m'excuse, je voulais pas t'interrompre, Harold. C'était trop gros. Scoop. Non, ce que je voulais dire, c'est que bientôt, on va vivre dans le métavers. Le métavers, c'est l'univers de tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée et mixte, c'est-à-dire où les deux se rejoignent et sont permis grâce aux gadgets qu'on a mentionnés depuis pas les gadgets, grâce aux technologies qu'on a mentionnées depuis le début de cette discussion. Je trouve ça très intéressant ce que vous dites, vu d'un laïc ici, là, ou d'un profane. Je pense qu'il y a une espèce de réalité alternative là, qui est entre la réalité mixte puis la réalité augmentée. Alternative ou plurielle, je sais pas, j'aurais utilisé quelque chose dans ce domaine-là pour comprendre, parce que en plus, pendant que tu parlais, Jean-Philippe, on a vu une image là, devant l'Acropole, puis de voir, on peut revoir la même chose, mais de soir. C'est comme une réalité plurielle. Bon, évidemment,
Ça remettra en doute qu'on est dans l'univers, là, s'il y a une réalité plus réelle. Hey, je veux vous dire, je vais pas aborder ce sujet-là maintenant, mais je veux vous dire que quand même, il y a une discussion ici, pendant qu'on se parle, sur le fait que tout ça, là, tous les serveurs qui vont être nécessaires pour tout ça, ça veut dire beaucoup de server farms, là, hein, des fermes de serveurs un peu partout dans le monde. Là, il y a des questions qui se posent sur le caractère carboneutre de ça, cette affaire-là. Fait que je vais pas aborder ça maintenant, là, mais je veux qu'on en parle. Fait que pensez-y à ce que vous avez à dire sur ce sujet-là. On a parlé de tourisme, on a parlé de gaming. Dans le divertissement, il y a aussi, et ça a pris tellement de place, le streaming là, dans les dernières années. Qu'est-ce que la 5G change pour ça, là, le cinéma, l'expérience autrefois télévisuelle? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Ben, je pense que même si on prend l'art vivant, je suis un maniaque de théâtre, d'opéra, ces choses-là. Je vais y venir à ça. Mais OK, parfait. Mais je pense que ça va être vraiment, on va voir beaucoup de plateformes de contenu. Tu sais, je pense qu'on le voit déjà. Là, il y a eu le Netflix, le Disney+, Amazon Prime. On va en voir tout.tv. On va en voir énormément plus. Il va y avoir des niches. Là, c'est des mainstream. Il va y avoir des niches. Il va y avoir des choix à faire. Donc ça, ça va continuer. Il va y avoir un peu plus d'interactivité aussi. On l'a vu un peu avec les Black Mirror, Bandersnatch, je pense que ça s'appelait, qui est une interactivité avec justement le contenu. On peut choisir où on s'en va. Ça, on va voir aussi ça arriver. Puis aussi tout ce qu'on appelle le multi-écran. Donc, on va utiliser le casque, la télé, le téléphone, puis là, on va streamer différentes choses. Guillaume, je vais te poser une question que j'ai vu passer aussi là-dessus. Il allait de toute façon y avoir plus de joueurs dans le streaming. Oui. Voyant le succès de Netflix, Disney, puis tous les autres qui s'ajoutent, il y en a d'avoir de plus en plus. Il y en a pas dans les plus vieux qui sont arrivés en premier qui résistent un peu à cette idée-là du 5G, puis ça change leur modèle d'affaires, ça change leur primauté aussi dans le domaine? Oui, ben la technologie, l'affaire, c'est que ça donne beaucoup de pouvoir aux consommateurs. Beaucoup. Donc, c'est plus les grands studios qui choisissent qu'est-ce qu'ils vont signer puis qu'est-ce qu'ils vont donner justement aux consommateurs. C'est plus comme ça fonctionne. L'histoire de Netflix est assez hallucinante là, sur House of Cards. Comment ils ont créé House of Cards. Eux, quand ils ont signé House of Cards, il y avait des données pour dire moi, déjà, il y a des gens qui écoutent des vieux films de Kevin Spacey, des West Wing, des intrigues politiques. Puis du David Fincher. Fait ils ont signé tout de suite, justement. Ils ont dit ça va marcher. Donc, c'est un différent, quand tu dis paradigme puis business model d'affaires, ça c'est tout à fait, ça l'a changé puis c'est là pour rester. Ça marche dans le sport, où plus on a de data, plus on a de données, plus on juge les athlètes à propos de ça. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce sujet-là précis, Jean-Philippe? J'ai l'impression encore une fois que tu m'as fait un clin d'œil. Oui. Ben ouais, non, définitivement. Ben l'endroit aussi, tu sais, je pense qu'on peut pas parler de technologie de diffusion sans parler de technologie de capture. En ce moment, tu sais, c'est sûr qu'avec plus de vitesse, on va pouvoir avoir des plus hautes résolutions puis une meilleure image. Ça c'est évident. Mais la chose qui va probablement être beaucoup mieux, c'est en ce moment, une des limitations quand tu regardes des sports, mettons, qui sont live, si tu voulais les regarder comme si tu étais assis dans un amphithéâtre ou dans un stade, le problème, c'est comme tes yeux ont besoin d'une vue de comme 180 degrés, tu aurais besoin d'une image d'à peu près du 32K. Tu sais, les gens à la maison, ils ont ou bien du HD qui est comme 2K ou du 4K, peut-être si tu as comme un téléviseur. Peut-être du 8K parce que ça commence là. Exactement, mais si tu as besoin comme du 32 parce que tes yeux vont vers le haut, vont vers le bas, puis sinon, si j'ai juste une image en 8K, ben elle va devenir limitée très vite parce qu'en réalité, nos yeux ont un angle très, très élevé. Fait que théoriquement, j'aurais besoin d'à peu près 9 télé HD dans ma face pour être capable d'avoir une image qui va commencer à être cool. Puis ça, ben, le 5G va permettre à des caméras de le capturer et envoyer cette information-là à des régies vidéo qui vont ensuite pouvoir renvoyer ça dans un flux vidéo à des consommateurs. Fait que, à mon avis, ça va permettre de consommer le sport et d'autres médias de façon radicalement différente de ce qu'on fait en ce moment. C'est là où j'allais avec ça. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Harold? Parce que sinon, je prendrais la balle au bon. Veux-tu dire quelque chose, Harold? Ah, vas-y. OK. Alors, je prends la balle au bon. Là, ça nous permet de... Ce que tu viens de dire, ça ouvre la porte sur
tout ce qui est divertissement vivant, là. Tout ce qui est divertissement, pas juste en 3D, là, mais en chair et en os dans l'univers, là. Alors, tu viens de nous donner un aperçu de ce que ça peut faire. Comment ça se décline, ça? Ce que la 5G apporte pour le théâtre, l'opéra, le spectacle de musique, le Osheaga, le Burning Man, et effectivement, le sport, la boxe, le hockey et tous les sports possibles. Là. Ben, tout là, il y a toute la technologie Smart Venue. Fait que là, la technologie, on dit 5G, va être dans le stade, va permettre justement à tout le monde de devenir le capteur. On va pouvoir capter et devenir l'espèce de diffuseur, la courroie de transmission avec le monde qui sont à la maison. Fait que ça, c'est super intéressant. On le voit déjà. Là. On pouvait plus demander à quelqu'un de fermer son téléphone. On le demande quasiment. Au contraire, on trouve des façons de faire participer. Sauf que là, c'est difficile après ça. On voit dans les festivals essayer d'envoyer une vidéo, même un text message à un ami, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de bandwidth, il n'y a pas assez de réseau. Fait que, ça va beaucoup changer. Puis là, il y a toute une nouvelle technologie, puis je ne veux pas en rajouter, mais qui s'appelle la capture volumétrique. Donc, on a beaucoup de caméras qui vont te capter, on va dire, toi, pendant que tu fais ton spectacle, qui va te pixeliser, puis qui va être capable de t'animer, puis d'amener ça dans des casques de réalité virtuelle ou dans les maisons en hologramme. Là. On pense gros, on pense complètement futuriste, mais c'est l'est pas tant. Puis ça, il y a un traitement de données énorme de captation, de pixelisation, de stockage et de renvoi. La 5G va permettre ça. Je veux continuer sur ce sujet-là parce que c'est vraiment le divertissement qui nous intéresse, mais je veux pas que vous pensiez, les gens qui sont branchés avec nous aujourd'hui et qui m'envoient des questions, je veux que vous pensiez que j'essaie d'éviter des questions. Il y a des questions quand même sur la sécurité des données, sur les ondes. Ça te parlait de volumétrique tantôt, il y a beaucoup de questions d'ondes millimétriques, hein, du 30 à 300 gigahertz. Fait qu'on va y revenir là, sur cette question-là. Je pense à la question de Émile Aragon et puis de Normand Nadeau. Alors, j'évite pas vos questions. Il est déjà déployé, le réseau. Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. Bon, je pense que je me trompe pas, la Corée du Sud, par exemple. Bon, qu'est-ce que vous avez vu jusqu'à maintenant en divertissement? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous impressionne et vous fait avoir très, très hâte que ça s'applique partout dans le monde et peut-être aussi en rapport avec vos propres business? Harold? Oui, il y a une entreprise ici qui s'appelle D-Box, que peut-être beaucoup de gens peut-être connaissent pas le nom, mais connaissent ce que ça fait d'être dans un siège D-Box au cinéma. C'est-à-dire qu'on écoute un film qui est dans l'espace, puis on va sentir la pesanteur parce que le siège bouge en même temps. D'ailleurs, pendant la pandémie, D-Box est retourné pour passer du cinéma vers les consommateurs. Donc, on parle du divertissement puis des objets connectés. Ben ça, je crois que ça va être un bel exemple où, justement, parce qu'il n'y a pas de latence entre ce qui est projeté et ce qui est ressenti, qu'on va pouvoir avoir chez nous maintenant, justement, nos vieux fat boys vont être remplacés, puis nos vieux lazy boys vont être remplacés par des chaises, justement, qui pourraient être intelligentes puis connectées à même le divertissement ou le jeu. Fait que ça, je crois que c'est quelque chose de très unificateur. J'ai vu quelque chose d'assez intéressant à Barcelone, qui est une des villes les plus 5G connectées qui l'ont déployé. Ils ont fait, puis pour Harold, c'est assez impressionnant quand même, mais plus de 1500 casques. Un jeu de réalité virtuelle commun, collectif, 1500 personnes ensemble qui jouent en même temps à un jeu. Ça, là, c'est une prouesse, pratiquement, en termes de réseau. Je veux pas trop m'avancer là-dedans, mais j'ai envie de dire que quelque part, c'était une année très difficile pour un paquet d'entreprises, puis la pandémie, puis tout ça. Mais cette pandémie-là nous a quand même montré que être équipé pour faire du virtuel... Ben nous voilà. Nous voilà, effectivement, en ce moment. Mais être équipé pour faire du virtuel, et du divertissement virtuel qui est plus déployé que le 2D de regarder Netflix, puis du 2D de regarder, je sais pas moi, un concert de l'orchestre symphonique sur... c'est pas comme si on en a pas... Ben, est-ce qu'on en a besoin? Ça, c'est une question philosophique, mais c'est pas comme si on va pas en profiter de choses comme ça. OK, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as vu jusqu'à maintenant qui t'impressionne, qui te scie la banane, tiens, pour utiliser une expression peu souvent utilisée? Ben, Grégory, moi, là, ce qui me scie la banane, c'est vraiment... tu sais, quand on dit, il y a 2 ans et demi, il y a eu une première mondiale au Festival d'été de Québec où il y a comme les 5 premières chansons, je pense, du show de Pink ont été live streamées avec une caméra 360. Je pense que ça avait comme 2 points de vue sur la scène. Ouais. Et il y a des gens à Toronto, à Calgary puis à Montréal, comme dans le quartier des spectacles, qui font aller à un endroit et voir cette captation-là. Oui. Puis là, t'es comme... Ça, c'était une première mondiale il y a 3 ans. Mais genre, l'année prochaine, avec la 5G, tu peux avoir comme
50, tu peux avoir 100 personnes dans une foule qui ont ou bien une caméra comme de style GoPro sur la tête ou bien qui prennent juste leur téléphone. Puis après, toi, de chez toi, tu peux juste mettre un casque de réalité, un casque de VR qui te coûte $500 et là, juste être comme si tu étais au spectacle. Puis si tu n'aimes pas le point de vue que tu as, tu fais juste changer de personne puis tu passes de personne à personne. Fait que de voir à quel point ça change, juste ça a le potentiel de transformer comment on consomme des spectacles et du divertissement, puis au moins peut-être que ça va permettre à des spectacles de continuer dans une ère de pandémie, là, ce qui serait déjà comme mieux que rien. Ça fait. Il va falloir aussi imaginer. Ouais. Je me suis dit, il va falloir aussi imaginer le business case, la production, mais ça n'a rien à voir avec la 5G, ça a à voir avec l'entrepreneuriat du monde du spectacle. Mais ça a un peu à voir, mais c'est surtout question de rapidité de réaction du monde du divertissement et du monde du spectacle. C'est extrêmement intéressant, tout ça. Vous êtes aussi en train de me dire qu'il va falloir, comme entrepreneur du monde du divertissement, que je continue à investir. Ça m'excite, mais en même temps, ça m'inquiète. T'es le bienvenu dans notre club, hein? Oui, merci beaucoup. Ça m'excite et ça m'inquiète tout ça en même temps. On a parlé, vraiment, là, dans la dernière conversation qu'on a eue, je pense qu'on s'est donné une image de à quoi ça va ressembler un spectacle, à quoi ça va ressembler une performance musicale, mettons, dans un festival sur scène, parce que tous les trois, vous avez parlé du fait que des gens qui sont là vont pouvoir participer à la capture. Bon, ça, c'est fantastique. Le sport, c'est un peu différent quand même. Tu peux pas demander aux gens qui sont là de capturer, je sais pas moi, la Formule 1, là. C'est dur d'être sur la piste. Alors, comment est-ce que la 5... Il y a d'autres exemples. Là. La boxe, tu vas avoir bien des points de vue de monde qui sont des quatre côtés du ring, mais t'as personne dans le ring, t'as personne... C'est bon, alors comment est-ce que la 5G va changer ça? Oui, t'as l'air de vouloir me faire mentir, Jean-Philippe. Quand t'as parlé de boxe tantôt, j'étais très inspiré. Là. C'est sûr qu'il y a tout le temps des notions de réglementation puis tout ça, mais si tu regardes avec la miniaturisation des caméras aujourd'hui puis la qualité des caméras miniaturisées, je veux dire, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une mini-caméra avec un mini-modem 5G qui irait dans le gant ou dans les mini-trucs qui se mettent sur les mains dans le UFC, par exemple, ça serait comme un fist cam ou une caméra de poing qui rendrait peut-être, je sais pas si ça serait cool, mais en tout cas, ça serait clairement intéressant, là, où, tu sais, au hockey, ça fait, tu sais, ils ont parlé longtemps de mettre des caméras, mettons, dans les casques des joueurs, mais l'enjeu, c'est un enjeu de poids, tu sais, parce que tu veux pas, ça débalance, mais aujourd'hui, si c'est tout petit puis ils s'en rendent pas compte, ben, ça va bonifier l'expérience, c'est certain, ça va rendre tous ces sports-là peut-être plus proches et plus personnels, je dirais. Ce que tu racontes me semble hyper excitant et un peu glauque en même temps, parce que moi, toi, t'as parlé du fist cam, moi, j'imagine le nose cam, et je suis sûr qu'en termes de curiosité et d'expérience du spectateur, de voir le point arriver et peut-être au ralenti avec une possibilité d'agir dessus, de choisir ta caméra, toutes ces affaires-là, je suis... En même temps, c'est quand même capoté de penser qu'on peut regarder ce genre de choses-là de si proche. T'allais dire quelque chose, Harold? Je t'ai vu sourciller. Qu'est-ce que t'allais dire? Ouais, non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est de le voir de l'autre sens. C'est-à-dire, peut-être pas pour le spectateur, mais pour l'équipe de soccer, de foot qui va s'entraîner, puis qui pourra avoir plusieurs simulations. Tu sais, tantôt, je parlais du métavers, mais justement, d'avoir un univers qui est virtuel pour lui, pour s'entraîner. Puis, d'ailleurs, c'est ça, il y a une vidéo qui tournait longtemps sur Internet où on voyait quelqu'un qui utilisait un casque 5G, puis il y avait quelqu'un qui lui envoyait un ballon, puis il était capable, à cause de la faible latence, d'arrêter le vrai ballon. Mais là, ce qu'on pourrait mettre, c'est des faux ballons mélangés avec des vrais ballons, puis entraîner le gardien à arrêter tout ce qui passe, puis à faire plusieurs simulations. Et là, tu viens d'ouvrir la porte sur un sujet qui n'est pas nécessairement celui d'aujourd'hui, mais on va transformer avec la 5G le monde de l'éducation. Le monde, parce que là, on parle de training, on parle de tout ce qui va avoir comme différence. On n'ira pas là pour maintenant, mais c'est sûr qu'il va y avoir cet effet-là. Je continue à dire aux gens qui m'écrivent, là, je ne suis pas en train d'éviter vos questions parce qu'il y a beaucoup de questions sur la cybersécurité en rapport avec la 5G. Là. Fait que prenons juste une pause de 3 heures et quart de ma curiosité sur le divertissement. Parlez-moi un peu si vous êtes des autorités sur le sujet, là, parlez-moi un peu de cybersécurité
sécurité puis de 5G? Entre autres, pour répondre à Monique Olivier. Ben, moi, je suis vraiment pas un expert là-dedans, mais ce que je sais puis ce que je lis et ce que je vois, c'est que ça va être plus sécuritaire. Il va y avoir beaucoup plus de gating dans justement la souveraineté des données, étant donné que justement les choses vont être sur le serveur. Donc, moi, ce que je lis en ce moment me rassure beaucoup. Donc, mais je peux pas en dire plus. Je suis pas un ingénieur, surtout pas de réseau. Donc, mais ce que je vois, c'est que ce l'est beaucoup plus. La question de cybersécurité est extrêmement intéressante. Puisqu'on parlait de divertissement il y a 2 secondes et quart, à partir du moment où tout le monde est un capteur, est-ce qu'on protège les fameux droits qui sont associés au divertissement? Dans notre business case actuel, il y a des droits sur la musique, il y a des droits sur la propriété intellectuelle, il y a des droits sur les sports, il y a des grands diffuseurs. Le sport, on l'a vu plus que jamais cette année, est essentiellement financé par des coûts, des licences de diffusion. À partir du moment où tout le monde est un capteur et un diffuseur et un consommateur, moi, ça marche. Moi, moi, c'est une des grosses craintes. On parle de la confidentialité puis la sécurité des données. Moi, c'est la découvrabilité. Moi, il faut garder l'humain curieux. Et ce qui me fait peur dans les données, c'est qu'on te donne ce que tu veux. Ouais. Là, en ce moment, les business models sont faits comme ça. J'ai hâte de voir s'il va y avoir quelqu'un qui va arriver avec un business model curieux. Ouais. Parce que ça m'inquiète un peu, je vous dirais. Qu'est-ce que vous dites, Harold et Jean-Philippe, là-dessus? Jean-Philippe. Jean-Philippe. OK, je vais. Ouais. Premièrement, j'adore ce que tu dis, Guillaume, sur la notion de montrer du contenu qui est peut-être en contradiction avec ce qu'on aime, parce que des fois, on ne sait pas qu'on aimerait ça. Fait que ça, c'est quelque chose de très intéressant. Mais pour la cybersécurité à un sens plus large, c'est sûr qu'à partir du moment où comme tout est connecté, ben il y a des enjeux de cybersécurité qui vont être plus grands. Ça va dans l'évolution de où est-ce qu'on va. L'Internet des objets, c'est encore un endroit qui est pas, je dirais, encore mature en termes de sécurité. Mais en même temps, en parallèle, t'as comme une belle traque qui se fait de souveraineté des données qui est en cours et qui s'en vient, où nos données vont être une partie de comme notre patrimoine personnel. Fait que ça, je pense que c'est important. Et finalement, pour la dernière notion, qui était une question de... Attends, t'avais la découvrabilité. Vas-y, Harold. D'accord, on reviendra à toi. J'ai perdu mon fil. C'est correct. Ouais. C'était quand même hyper intéressant ce que tu nous as raconté sur ce dont tu te rappelais. Harold? Oui, ça, je ne veux pas être un expert non plus en cybersécurité. Je suis un ancien script kiddies. C'est le max que je me suis rendu dans les niveaux du domaine du hacking. Donc, c'est juste en dessous du white hacker. Mais ce que je voulais dire à propos de la donnée spécifiquement, c'est qu'avec avec la 3 dimensions, on peut avoir plusieurs données de plus, c'est-à-dire qu'on rajoute un nouvel axe, on rajoute l'axe des Z, parce qu'en 2D, c'est X, Y. Donc là, la chose est que aussi les casques de réalité virtuelle augmentée au mix permettent de faire de la suivi de la pupille. Donc, on peut savoir où vous regardez quand on est dans un casque de même. Donc, c'est sûr que c'est des données et de l'acquisition de plus du côté d'un Facebook de ce monde ou d'un Amazon de ce monde, quand vient le temps de magasiner, on va dire, en réalité virtuelle, ou même quand vient le temps d'étudier, on va pas savoir sur quoi que la personne a focusé, ou même pour un divertissement. Donc là-dessus, c'est certain que la sécurité de la donnée va être ultra précieuse parce qu'elle va être beaucoup plus intrinsèque à l'être humain que qu'est-ce qu'on peut avoir quand on parle juste de 2 dimensions. Mais Harold, merci Harold, mais je me fais le porte-parole des gens que je lis. Il y a plein de gens excités par la 5G, là, ça passant, qui sont branchés, mais qui posent des vraiment bonnes questions. Tu viens de montrer à quel point le data qu'on est capable d'aller chercher avec la 5G va être extrêmement utile. Ben, si le data est si utile, c'est sûr qu'il est encore plus en danger d'être recherché de façon que peut-être pas légale. Mais moi, ce que je dirais aux gens, c'est qu'ils ont raison de s'inquiéter. Ouais. Puis il faut garder ça. Il faut être quand même une chienne de garde aussi, puis être là, voir que la technologie peut ouvrir des portes d'innovation, mais il faut quand même aussi se garder une petite gêne de s'assurer que, justement, on protège bien les données, qu'elles ne soient pas nécessairement trop concentrées vers 1, 2, 3 joueurs. Pour moi, c'est important. Je suis content de savoir que les gens se penchent là-dessus. Je suis content aussi écologiquement. Je suis content. Il faut absolument que les deux roulent en parallèle. On peut pas avoir une trop grosse longueur d'avance puis que, justement, on perde le contrôle. J'aimerais écouter tout le monde là-dessus, mais avant qu'on ait terminé, il y a 2 sujets qu'il faut absolument pas manquer. Il faut pas manquer la question. Il y a des questions sur les ondes millimétriques. Là. Quelqu'un me parle de ça.
Je te laisse prendre une note, Jean-Philippe, pour qu'on t'oublie. Je veux qu'on parle d'ondes millimétriques. Mais l'autre question, c'est ça, là. On revient au divertissement de ça. Oui. Les possibilités extraordinaires que ça représente. Et les investissements majeurs que ça va exiger pour pouvoir offrir ça, là. Les drones, les chars. On voit le football maintenant, t'es quasiment dans les narines du corps arrière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le danger, puis là, je sais que vous n'êtes pas des spécialistes du divertissement lui-même, mais du divertissement technologique, là, mais c'est pas le danger que ça consolide les énormes joueurs mondiaux et que ça rende presque impossible de passer par d'autres choses que ces énormes joueurs mondiaux? On le voit, qu'est-ce que ça a fait, là, Netflix à la télé locale, ce que la télé locale fait à des plus petits diffuseurs. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Oui, mais en même temps, Netflix est venu être un peu le disruptor, là. Il était pas, lui, il était tout là, les gros, les Fox, les HBO, étaient tout très bien en selle. Puis personne pensait que ça allait marcher. Puis boum, c'est arrivé. Même chose avec Spotify, c'est un petit joueur de la Suède. Il est arrivé, Jay-Z, avec ses grosses ses connexions, c'est ça. Il a pas réussi à tasser pas le monopole, mais la part de marché que Spotify. Ouais. La technologie, ça permet au Wiz aussi, au petit Wiz, de pouvoir s'insérer. Mais c'est vrai qu'ils grossissent vite. C'est vrai qu'ils grossissent vite. Donc, il faut créer tout le temps des contrebalances. C'est pas que, bon, on légifère, là, puis on salue M. Guilbeault. Linda, c'est ça quand même quelque chose de très intéressant. Je le dis, c'est pas une question, mais elle dit, il faudra pas oublier l'éthique de la donnée et de la responsabilité sociale. Vous avez parfaitement raison, Linda. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, Jean-Philippe? Ben c'est ça revient à tu sais, je pense que la souveraineté de nos données, c'est plus un projet de société. Tu sais, 5G ou pas 5G, je veux dire, c'est un enjeu de société qu'il faut qu'on se pose puis qu'il faut qu'on décide, mais c'est un projet de société. Puis pour revenir à la notion de tu sais, est-ce que il y a des joueurs qui vont mourir, est-ce qu'il va y avoir des nouveaux joueurs, mais ça revient à ce que je voulais dire tantôt, c'était sur un peu les droits et la propriété intellectuelle, tu sais. Tous les industries créatives doivent réinventer leur modèle pour s'adapter aux conséquences des changements technologiques et aux changements radicaux de consommation. Je veux dire, quand tu regardes dans les années 2000, l'industrie des lobbies du cinéma, ils s'attaquaient au téléchargement illégal puis ils passaient juste leur temps à faire ça, mais ils sont pas rendus compte que le téléchargement illégal venait d'une trop grande offre, puis Netflix est arrivé, puis ils ont répondu au téléchargement illégal en disant « Hey, comme donne-moi 15$ par mois, puis prends tout ce que tu veux. » Puis les gens, ils ont arrêté de télécharger illégalement. Fait que des fois, c'est juste une question de donner aux gens ce qu'ils veulent et de trouver une façon de travailler, puis surtout pour les artistes puis les créateurs, c'est super important qu'ils fassent leur argent, mais de trouver une façon qui répond à ce que les gens veulent. C'est ça le plus important. Et ça crie qu'il va falloir que, de la même façon que vous, là, vous travaillez avec des laboratoires, puis vous travaillez ensemble, ça, il va falloir que les gens de l'industrie du divertissement s'assoient. C'est pas juste les gouvernements, c'est pas juste savoir si on taxe un gros, ça va plus loin que ça. Ça va comment est-ce qu'on réimagine ça. Puis on devrait le faire bientôt parce que on va se parler de la 6G dans pas si longtemps. Harold, je voulais pas te voler la parole quand même. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi, sur le sujet? Ouais, c'est sûr que la GAFAM, hein, quand on est entrepreneur puis qu'on a une start-up ou une petite entreprise, c'est toujours quelque chose qui est dans notre tête, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut voir ça un peu comme le monde sous-marin. Hein. Il y a des baleines, il y a des requins, mais il y a aussi des petits poissons qui se mettent tous ensemble qui font un énorme poisson, ou ça a l'air d'un énorme poisson. C'est comme ça qu'ils vont être capables un énorme banc de poissons. Ouais. Qui vont être capables de pouvoir faire peur aux requins, faire peur aux baleines, puis justement, dans cet océan bleu-là, de pouvoir révolutionner leur domaine. Puis c'est à travers des connexions, justement, comme Zoo l'amène, comme TELUS l'apporte, où que les gens peuvent se recouper ensemble et être un banc de poissons, puis justement affronter la GAFAM et proposer quelque chose d'unique que la GAFAM ne pourra pas parce qu'elle est coincée dans son modèle d'affaires, qui est son propre écosystème, qui vient se cannibaliser par elle-même. Fait que laissons-les se cannibaliser et offrir des très bons services dans leur verticale, mais ensemble, je pense que la force fait la différence. Harold, je te vole ça parce que je trouve que tu expliques bien c'est quoi Zoo. C'est exactement ce banc de poissons-là, puis il faut être ensemble. Totalement, c'est quasiment un jeu de mots. Quand on met les animaux ensemble, ça fait un zoo. OK, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. J'avais dit avant qu'on arrête, je voulais qu'on parle d'ondes millimétriques. Là. Qu'est-ce que vous avez à dire tous les trois sur ça? On parle de, juste pour préciser, des ondes millimétriques, là, c'est entre 30 et 300 gigahertz, je pense. Pour le commun des mortels, ça change pas grand-chose. Ça dit juste que c'est une petite onde. Fait qu'elle n'est pas des grandes ondes, c'est des petites ondes. Donc, ça voyage moins bien face à des obstacles. Fait que c'est une technologie qui, curieusement, en région, va très, très bien voyager. Ouais. C'est en ville que c'est compliqué parce que ça prend beaucoup d'antennes. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus, Jean-Philippe? Est-ce qu'il y a quelque chose?
C'est juste une évolution logique. Ça utilise encore des micro-ondes, c'est encore des ondes radio. Mais en ce moment, avec le 5G, on utilise un spectre à peu près aussi long que l'équivalent entre la radio traditionnelle puis le 4G. Fait qu'il y a beaucoup de fréquences qu'on utilise, mais tu sais, c'est juste une évolution. C'est rien de plus que ça. Je comprends. Puis Santé Canada aussi vérifie tout ça, puis on est bien en deçà de ce qui pourrait être considéré comme dangereux. Harold, est-ce que tu voulais nous englober ça, tout ça, là, parce que t'es tellement bon à englober une réponse universelle. C'est un petit jeu de mots, universel. Ben oui, non, mais rappelons-nous, on est dans l'univers, puis on utilise au quotidien des micro-ondes, hein, puis encore plus aujourd'hui, vu qu'on est à la maison, on se fait en 2 meetings réchauffer des plats, puis on utilise ce micro-ondes-là, ben tu sais, c'est la même chose. Hein. Chaque nouvelle technologie qui produit de l'onde passe à travers des tests, qui passent à travers la méthode scientifique. Donc, moi, là-dessus, je remets entre les mains des scientifiques de Santé Canada qui ont un code de sécurité, le code de sécurité 6. Puis eux, ils démontrent que c'est bien en deçà de ça. Fait que là-dessus, moi, je fais confiance en la science. Là. C'est là-dedans que je me remets. On va s'arrêter maintenant parce qu'il le faut, pas parce que c'est pas intéressant. Ça l'est. D'ailleurs, beaucoup de messages qui nous disent à quel point c'est super intéressant cette conversation, puis c'est des bons sujets de recherche. Tantôt, je voulais dire, tu m'as donné un exemple sur comment, avec la 5G, j'allais pouvoir enseigner. Ça veut aussi, puis toi, tu as parlé de micro-ondes il y a quelques instants. Ça veut aussi dire que les gens qui suivent, je sais pas moi, Ricardo ou n'importe quel autre, en termes de divertissement, vont maintenant vont pouvoir éventuellement être dans la cuisine de Ricardo, tout comme Ricardo pourrait être dans leur cuisine virtuellement en train de leur indiquer quel aliment et toutes ces choses-là. Ce qui rend l'expérience de suivre quelqu'un. On a commencé par lire la recette, après ça on a vu la recette, après ça on est allé à chercher la recette sur Internet. Là, on serait à faire la recette avec whoever qu'on admire. Il y a plein de gens qui me demandent, c'est qui ce monde-là à qui tu parles? Alors, je vais leur préciser maintenant. On parlait avec Jean-Philippe Desjardins, qui est le PDG de Walrus. Merci beaucoup, Jean-Philippe. On parlait avec Harold Dumur, qui est le président et fondateur de l'univers, pas de l'univers, de OVA, et qui nous a montré, pour ceux qui se sont branchés un peu plus tard, là, il faut absolument que vous alliez voir ça. Là, ils ont tous des sites. Et puis, Guillaume Terrien, merci Guillaume d'avoir été avec nous. Guillaume, qui est le directeur général de l'organisme Zoo, hein, qui est une espèce de laboratoire où tous des gens là, à qui on a parlé, mais des gens peut-être qui sont branchés avec nous aussi, peuvent aller essayer des affaires. Même des gens comme moi, on peut aller essayer des affaires. On a la main tendue. Embarque dans le banc de poissons. On va la prendre. Dans le zoo de poissons. On va la prendre. Merci à TELUS comme présentateur de cette conversation. Je pense que c'est extrêmement utile. Merci à vous qui avez participé et qui m'avez envoyé vos questions. Il y a plein de gens là, qui nous disent que très éducatif, très intéressant. Merci. Super intéressant, bien présenté, qui ont trouvé nos 3 invités extrêmement lucides et connaissants. Quel beau mot. Alors, merci d'avoir été avec nous. On répétera peut-être l'expérience d'une autre façon plus tard, mais merci beaucoup et à une prochaine.